Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année 2022. On clôture l'année en beauté avec un invité spécial, Théo Guillaumin, fondateur de Beyond Gross. Salut Théo. Salut Alexis, merci pour l'invitation. Ravi. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un nouveau thème, vraiment un nouveau thème qui est un peu plus présent aux États-Unis sur les startups, mais qui, je pense, commence à beaucoup émerger et on voit la nécessité et l'impact à long terme. C'est tout simplement la création de communautés. Avant de rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet, pour ceux qui sont présents, les Warriors en cette fin d'année, donc est-ce que vous pourriez juste nous confirmer rapidement sur le chat, si possible, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Voilà, s'il y a juste quelqu'un qui peut se dévouer pour ça, ça serait vraiment top. Logiquement, c'est OK. Mais voilà, OK, ben merci beaucoup à tous les deux. Trop bien. Donc Théo va nous partager plein de choses, notamment sur ce que je disais, mais sur les mécanismes pour la création de communautés, des exemples sur lesquels il a bossé en plus. Donc ça va être hyper cool de ce point de vue-là. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Je serai là pour modérer, pour animer. Donc n'hésitez surtout pas. Le but, c'est que vous en appreniez le max possible. Et voilà. Je vais partager la presse. Et Théo, tu veux juste peut-être glisser un petit mot sur Beyond Gross? Ouais, je Tac. crois qu'on a une petite slide sur la presse pour présenter un petit peu qui on est. Donc Beyond Growth, en fait, c'est une entreprise qui a été créée le 1er janvier 2022. Donc ça va faire quasiment un an, d'ici quelques jours, qu'on sera créé. Voilà, c'est une entreprise qui fait de l'acquisition B2B pour les projets à impact environnemental et social. Donc là, vous voyez qu'on a une slide sur certains clients qu'on a accompagnés aujourd'hui. La liste, elle s'est un peu élargie. Mais voilà, vous avez sûrement quelques noms. Il y a sûrement quelques noms que vous connaissez dans cette liste. Et il y en a certains dont on va parler aujourd'hui. Il y a peut-être des associés Time for the Planet, d'ailleurs, hein, peut-être. J'imagine qu'il y en a. Je suis presque sûr qu'il y en a. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif, du coup, pour expliquer un peu le sujet? Donc, le sujet, ça va être le Community-Led Growth. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, elles utilisent des communautés pour construire leur stratégie de croissance. Voilà. Donc, le fait d'utiliser la communauté, de renforcer les liens avec sa communauté, de créer de forts partenariats, de renforcer le sentiment d'appartenance, de mettre en place aussi des stratégies référales, etc. Ça, c'est vraiment des stratégies qui vont utiliser la communauté pour finalement apporter de la croissance. Et vous voyez que sur ce schéma que je vous ai présenté, on a en fait la stratégie community-led et la stratégie product-led qui viennent finalement se marier pour créer un vrai terrain propice à la croissance, concrètement. Je vous partagerai dans 2 slides un super contenu si vous voulez en savoir plus sur la théorie. Cette slide-là, c'est pour vous expliquer que la communauté aujourd'hui, elle est au centre des growth loops. Alors, elle n'est pas très... cette slide, c'est difficile de voir le texte là, mais à la limite, je ne sais pas si on peut zoomer ou si c'est compliqué, mais vous expliquer qu'il y a elle intervient à différents moments, en fait, cette communauté. Elle peut intervenir dans la phase de considération et de vente, tout simplement grâce notamment au social proof. Quand on va demander des social proof, des témoignages à ses clients, à son audience, et on peut finalement aller les réutiliser dans ces phases de sales. Elle intervient aussi post-sales, puisque on va récupérer tout ce qui est feedback de la part de ses clients. On va aussi tisser des liens assez forts avec les bêta-testeurs ou les meilleurs clients, on va dire, pour nous permettre de faire remonter un peu typiquement les fonctionnalités qui sont le plus appréciées ou celles qui pourraient être à développer. J'imagine que vous faites ça aussi chez Faro, Alexis. Vous avez des choses en place là-dessus. Ouais, pas l'ensemble, mais il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs qu'on débute. Ouais. Il y a aussi la phase advocacy, c'est finalement que vos utilisateurs peuvent, ou votre communauté peut aussi devenir vos ambassadeurs en mettant en place notamment des programmes de referrals, par exemple, ou grâce à leurs témoignages.
par exemple. Et ça va aussi nourrir la phase d'awareness, puisque en fait, tout ce contenu-là qui est créé par la communauté va pouvoir être réutilisé dans votre stratégie de contenu, par exemple, sur LinkedIn, dans votre blog, ailleurs. C'est vraiment des choses que vous allez pouvoir réutiliser partout. Voilà. Sur ce schéma-là, on se rend bien compte que la communauté, elle est vraiment au cœur de toute cette stratégie de croissance et que finalement, ça crée une boucle vertueuse si c'est bien employé. OK. Alors, je crois que j'avais une autre slide, mais ouais, en fait, j'ai dû mettre à jour juste avant c'est pas très grave. J'ai mis à jour juste avant le début, Alexis. J'avais juste une autre slide que j'ai rajoutée, où en gros, je partageais un contenu de Noémie Kampf, qui est aujourd'hui indépendante et qui est super connue sur des sujets de storytelling et de branding. Elle a un super article sur la community led growth. Je crois que c'est un des seuls articles qui existe en français. Et franchement, il est top. Donc, on vous partagera la ressource si vous voulez en voir un petit peu plus sur la théorie, parce que c'est vraiment très complet. Voilà. Bravo à elle, d'ailleurs. On passe tout de suite aux exemples un peu concrets, du coup, des différents projets sur lesquels j'ai notamment pu travailler. Presque tous, sauf un qui est en bas à droite, oui, Ukraine. Mais vous allez voir que voilà, Time for the Planet, je pense que quasiment tout le monde connaît ici. Ils se reposent beaucoup ils ont même quasiment, on va dire, tout misé sur leur stratégie, sur leur communauté, quoi, finalement. Et on va voir comment ils ont fait pour faire ça. Mais je vous parlerai aussi de Tudigo, qui a essayé de développer, et je les ai aidés pour ça, une communauté pour accompagner les femmes entrepreneurs à lever de l'argent, quoi, tout simplement. Et puis, Make Sense aussi, qui peut-être que vous connaissez, c'est une association qui essaie de redonner du sens au travail et qui accompagne les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs qui œuvrent pour l'environnement, notamment. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à jeter un œil à ce qu'ils font. Sur cette partie-là, justement, on sent à travers ces projets-là, c'est des projets qui ont on va dire, un pourquoi assez évident Ouais. au départ. Mais voilà, c'est des projets qui ont ce pourquoi très, très évident, mais chacune des communautés et chacune des entreprises doit un petit peu trouver son pourquoi. C'est l'une des premières choses, je pense, à faire, en tout cas pour créer une communauté, c'est avoir cet élément-là pour se dire quelle est la valeur que je vais pouvoir apporter à l'ensemble des utilisateurs et pourquoi les gens sont là, pourquoi ils sont en train de… Qu'est-ce qui peut les rassembler, en fait. Time for the Planet, c'est évident parce que le projet d'écologie et de pouvoir être investisseur de projets écologiques, ça parle forcément à tout le monde, ça paraît évident, mais ça peut être aussi le cas pour un projet d'assurance. Enfin, il n'y a pas de limite, en tout cas, à cette partie-là. Il faut simplement trouver la bonne raison. C'est très vrai ce que tu dis, Alexis. Et en fait, le pourquoi, ça va tout simplement simplifier le travail de créer une communauté. C'est-à-dire que s'il est hyper évident, et on va le voir après, voilà, la communauté, elle va être finalement grossir de manière plus organique et beaucoup plus facilement. OK. Slide d'après, donc on passe sur l'exemple Time for the Planet, qui est finalement celui où on va passer le plus de temps parce que c'est le plus marquant. Okay, donc je vais vous partager déjà quelques résultats depuis décembre 2020. Et cette slide, je l'ai créée il y a peut-être 2 semaines, grand max. Et en fait, je suis constamment obligé de la remettre à jour parce que les résultats, ils changent tout le temps. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe autour de ce mouvement. Aujourd'hui, Time for the Planet, c'est 80 000 actionnaires et pas 78 000. C'est 3 000 nouveaux actionnaires tous les mois. On est à peu près à 13 millions d'euros d'actions. Okay, donc, c'est des actions qui ont été levées auprès des citoyens comme vous et moi. Ce qui représente à peu près 340 000 euros d'actions chaque mois. Time for the Planet, c'est 306 000, donc c'est pas 302 000, d'ailleurs il y a un petit sigle euro que j'aurais dû enlever, mais 306 000 abonnés sur LinkedIn, c'est entre 6 et 7 000 nouveaux abonnés chaque mois. J'ai laissé 2021 parce que c'est la période où je les ai plus accompagnés, j'ai moins eu le temps de les accompagner malheureusement cette année, même si on a fait une opération sur décembre, et je vous en reparlerai après. Et c'est aussi 17 000 employés sur LinkedIn, donc ce qui fait une des plus grosses entreprises sur LinkedIn.
Alors, est-ce qu'ils travaillent tous pour Time for the Planet, tous ces gens? Évidemment, non. Donc, c'est un des hacks que Time a utilisé pour, et on y reviendra après, je vous montrerai la grosse loupe de Time, mais c'est un des hacks qu'ils ont utilisé sur LinkedIn pour faire grossir cette communauté. Mais c'est hyper intéressant comme point, justement, ce hack-là, parce que je pense que ça rentre dans une logique qui est de ne pas mettre uniquement la valeur sur un des fondateurs. Je pense que un principe de la communauté, c'est qu'il n'y a pas une personne qui domine et l'ensemble adoube cette personne. C'est vraiment de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des marques, des membres, pardon, rayonnent un petit peu. Ouais. Et cette association à se dire qu'on est associé de Time for the Planet, bah, je trouve une très bonne manière de pouvoir illustrer ce point-là. Exact. Tout à fait d'accord avec ça. Je vois dans les commentaires Alain que du coup avec qui je suis amené à travailler sur Time for the Planet justement, donc il va pouvoir aussi apporter quelques compléments à ce que je dis, qui poste une vidéo sur le why de Simon Sinek, TEDx de Simon Sinek, qui est assez connu, donc pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure. Essentiel. Ouais. Donc voilà, j'invite à regarder cette vidéo qui effectivement a beaucoup de valeur. Alors, pourquoi un tel succès chez Time for the Planet? Moi, j'ai 3 explications, il y en a sûrement beaucoup plus que ça. Premier point, c'est qu'on parle souvent de PMF. Là, moi, j'ai parlé de PPF. Qu'est-ce que c'est que le PMF? C'est un Product Market Fit, c'est-à-dire que votre produit répond à un besoin du marché, à un besoin évident. Time for the Planet, pour moi, ils vont plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin de la planète concrètement, puisque aujourd'hui, Time, ils veulent créer un maximum d'entreprises pour venir lutter contre les gaz à effet de serre. D'accord? Donc, c'est clairement un besoin. On a besoin de solutions comme ça. Donc, voilà pourquoi j'ai appelé ça PPF. Donc, c'est pour dire que leur why à eux, pour le coup, il est super solide, quoi. Il est super évident. Ils ont joué à fond la carte de la communauté dès le début. Voilà, déjà, c'est 5 entrepreneurs au début qui viennent tous d'horizons différents, qui ont tous des backgrounds différents, mais qui ont aussi cette capacité à réunir les foules. Et notamment, ils ont fait venir un de leurs fondeurs, on fera un zoom sur lui un peu plus tard, qui s'appelle Arthur, qui a déjà en fait créé par le passé beaucoup de communautés avec des centaines de milliers, voire millions de personnes. Donc voilà, ils connaissent les recettes pour finalement réunir des gens et créer des communautés importantes. Et troisième point, ils ont hacké LinkedIn. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de leur stratégie qui se repose sur ce réseau qui est LinkedIn. C'est vraiment là où ils réunissent le plus gros de leur communauté versus d'autres réseaux, quoi. OK. Et là, je vais rentrer un petit peu en détail. Je vais vous présenter un peu la communauté mise sous le funnel AR. Donc, c'est le funnel qu'on utilise très souvent quand on parle de growth. Okay. Donc, on a tout en haut l'acquisition, ensuite activation, rétention, referral, revenu. Et si on travaille sur toutes ces métriques, concrètement, on peut potentiellement faire en sorte d'avoir une croissance qui est bonne et pérenne. Et il se trouve que Time for the Planet, il place la communauté dans chacun des niveaux en fait de ce funnel-là. Sur l'acquisition, par exemple, vous verrez que justement Arthur, qui est très bon sur la partie communauté, il est aussi très bon en personal branding et notamment sur LinkedIn. On va en parler juste après. Il y a beaucoup de contenu qui est fait sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux, honnêtement. En particulier sur LinkedIn, mais sur tous les réseaux. Quand ils font des lives, ils passent vraiment partout, en fait. Finalement, ils utilisent d'ailleurs StreamYard, si je ne me trompe pas, qui vient se plugger et qui est possible de visionner sur tous les réseaux. Ça, c'est pour la partie inbound. Et sur la partie outbound, on a en fait, j'ai aidé Time là-dessus et on l'a fait aussi avec Alain récemment sur décembre. On a joué la carte de l'outreach de masse, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs comptes LinkedIn
ou des comptes mail pour aller envoyer des mails et des messages à un maximum de personnes pour essayer de les faire rejoindre le mouvement. Théo, juste pour te couper, pourquoi au départ, qu'est-ce qui a motivé à choisir plutôt LinkedIn qu'un autre réseau pour Time for the Planet? Il y avait une raison particulière que toi tu connais pourquoi la partie professionnelle avant la partie personnelle finalement? Je pense que c'était plus en termes d'opportunités de croissance. LinkedIn paraissait une plateforme plus importante en termes de potentiel que d'autres plateformes. Et finalement, voilà, les premières actions qu'on a lancées, que moi je les ai aidés à lancer, pardon, et qu'on m'a utilisé Phantom Buster, on va le voir juste après. On pouvait le faire sur LinkedIn beaucoup plus facilement que ce qu'on aurait pu faire sur Instagram, par exemple. TikTok n'existait pas encore, enfin, n'était pas encore aussi présent, n'avait pas encore fait son buzz, on va dire. Donc, c'était un peu plus compliqué aussi à utiliser à cette période-là. Donc, à lundi, la seule plateforme qui permet d'avoir de la croissance organique sans avoir à payer de pub, ouais, je pense qu'effectivement, c'était celle qui offrait le plus de potentiel de croissance, quoi. Je me posais la question parce que l'image que j'en avais, c'était aussi de dire en fait, il y a une espèce de rayonnement aussi personnel qui s'opère, qui est finalement un peu moins présent que sur d'autres. Enfin, je pense que les gens aussi rayonnaient personnellement à dire qu'ils étaient associés de Time for the Planet et un petit peu à le montrer à des collègues qui ne l'étaient pas, que sur des réseaux sur lesquels ce rayonnement-là, il était plutôt perso et finalement on a un peu moins d'intérêt, quoi. Quelque chose d'assez humain, peut-être un peu moins avouable, peut-être. Hein, et voilà, mais j'aurais dit au départ, j'avais cette intuition, mais peut-être que c'est pas ça. Il se trouve que on a misé sur LinkedIn, ou ils ont misé en tout cas sur LinkedIn dès le début, et effectivement, il y a eu des opportunités qui se sont révélées, quoi, finalement. Typiquement, voilà, effectivement, le fait de pouvoir se mettre en tant qu'employé chez Time et donc rendre visible Time sur son profil. Ça fait partie des hacks qui se sont révélés par la suite. C'était pas forcément ce qui était pensé au départ, mais voilà, ça a été rapidement choisi par Time. Il faut dire que honnêtement, les founders, c'est 5 très bons cerveaux, quoi. Ils réfléchissent bien, voilà, ils sont malins, quoi. Donc surtout Arthur qui est assez à l'aise avec les réseaux, donc voilà, les opportunités, elles arrivent assez vite quand on est plusieurs, en tout cas. D'où l'intérêt d'être en communauté, encore une fois. Voilà, donc il y a toute cette partie acquisition qui amène au départ vers des lives et des événements, parce que l'objectif, en fait, là où Time sont les meilleurs, c'est quand ils pitchent leur projet. Voilà. Ils y ont réfléchi pendant longtemps à comment faire. Ils ont tout pensé, honnêtement, ils ont pensé à plein de choses. Ils se basent sur l'open source pour créer leur entreprise, qui est finalement du jamais vu pour j'allais dire un fonds d'investissement. Voilà, on peut les apparenter à un fonds d'investissement. C'est du jamais vu. Ils expliquent pourquoi ils le font. Leur objectif vraiment, c'est l'impact de leur projet. Ils ne sont pas du tout motivés par le financier. Et donc, ils sont très très bons en live. Ils sont très très bons. Ils répondent à des questions très techniques. Voilà, en fait, la première fois où j'ai vu un de leurs événements, c'était décembre. C'était quand ils ont lancé, quoi, 1 ou 2 mois après leur lancement. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est incroyable. Le projet est juste incroyable. J'avais jamais entendu quelque chose de la sorte. Et en fait, ils savent que voilà, les personnes qui vont venir dans leur live ou qui vont venir dans leurs événements, il y a de très fortes chances qu'elles rejoignent le mouvement, quoi, finalement. Et je crois qu'on était même au départ, on était à 50%. Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui. Les personnes qui sont sur les lives et les événements, combien deviennent actionnaires. Enfin, maintenant, ils n'ont même plus besoin de ça, de toute façon. Mais au départ, c'était 1 personne sur 2 devient actionnaire, en fait. Ok, la suite des lives. Et ces lives qui sont présents, c'est pour le resituer par rapport à d'autres projets sur la création de communauté, c'était défini sur une certaine fréquence. Il y avait, genre, je sais pas, tous les 15 jours, un live ou c'était vraiment en fonction de manière plus opportuniste. Comment ça fonctionnait de ce point de vue? Au début, ils se sont lancés à Lyon. Donc, c'était des événements physiques.
donc beaucoup d'événements physiques sur Lyon et petit à petit de plus en plus en ligne et c'était toutes les semaines quoi. Toutes les semaines il y avait un nouveau live quoi finalement. Mais, euh, mais voilà ouais pour les tout premiers c'était du physique et c'était plus impressionnant. Après il y a le Covid qui est passé par là aussi qui fait que forcément c'était plus compliqué de le faire en physique. Et puis même, il y a aussi la partie, il faut scaler, quoi. Finalement, aujourd'hui, quand tu parles à 80 000 personnes, enfin 80 000 actionnaires, effectivement, tu peux pas le faire, tu peux pas tout faire en physique, quoi. Même s'ils font des très beaux événements encore en physique, voilà. C'est intéressant cette mécanique entre physique et numérique, parce que c'est un peu le. Au départ, on commence à aller chercher des gens qui sont extrêmement engagés. Et du coup, la Mmh. manière d'aller chercher des gens très engagés, c'est effectivement probablement de leur parler de manière personnelle, enfin très, très personnelle, physique, quoi, en physique. Mmh. Et d'aller chercher un petit peu sa première tribu, peut-être 30, 40, 50 utilisateurs, grand max, vraiment maximum. Mais en revanche, des gens ultra engagés. Et c'est seulement une fois qu'on a cette partie-là un peu engagée qu'on peut peut-être se poser la question de comment scaler. Vu ta réponse, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Ouais, On crée un petit événement et on a les gens les plus forts, enfin les membres qui vont pouvoir diffuser aussi pour nous à l'intérieur. ouais, exact. Puis c'était une manière de tester un peu leur contenu, quoi, la partie physique. Et puis je pense qu'après, une fois qu'ils étaient bien rodés, ils ont pu passer sur le live et leur discours était encore plus rodé et plus efficace éventuellement aussi, puisque les événements physiques ils prennent aussi plus de temps, quoi. Voilà, donc ça c'est la partie activation. Et après, il y a une partie rétention. Euh, donc là, ce que j'ai appelé communauté et task force, notamment, ça fait partie des actions qui développent. La communauté, ce que j'aurais pu rajouter, c'est la communauté de bénévoles. Aujourd'hui, il y a un Discord qui existe de Time for the Planet. En fait, en gros, quand tu deviens actionnaire, tu peux aussi devenir bénévole pour Time for the Planet et donc euh, aider au mouvement sur les sujets qui t'intéressent. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alain pourra en parler mieux que moi parce qu'il est hyper impliqué là-dessus. Mais globalement, moi, j'ai rejoint la communauté en tant que gros hacker et c'est pour ça que j'ai des times là-dessus, quoi, bénévolement. C'est parce que voilà, j'avais envie de donner un coup de pouce et il y a des milliers et des milliers de personnes. Euh, Moi, à l'époque où j'étais actif, c'est-à-dire très actif, c'est-à-dire il y a un an, on était entre 1500 et 2000 personnes actifs en tant que bénévoles. Et ils ont réussi des trucs de fou grâce à ça. Typiquement, ils ont eu de la pub JC2Co gratuitement dans plein de villes en France et même à l'étranger, gratuitement grâce à la communauté. Euh, Ils ont pu faire aussi de la pub vidéo avec des personnes connues comme Sébastien Chaval, comme Tsonga, etc. Enfin, ça aussi, pour le coup, tout ça, c'est que du bénévolat, quoi. Voilà, incroyable ce qu'a été capable de réaliser la communauté. Et ça, il la gère sur Discord. Discord, c'est une plateforme qui leur permet voilà, de centraliser tous les échanges. Et après, il y a la partie Task Force, qui est aussi, donc j'aurais pu rajouter LinkedIn, Task Force LinkedIn, qui est en fait un groupe de personnes qui est sollicité de temps en temps quand il y a des actions à faire sur LinkedIn, comme notamment des partages où on a envie de faire un peu le buzz. Euh, voilà, donc qui est sollicité de temps en temps pour essayer de faire grossir un peu d'amplifier un peu un buzz, quoi, concrètement. Et ça, la task force, elle est plus sollicitée sur WhatsApp. Donc, c'est des gens voilà, un groupe WhatsApp avec plusieurs centaines de personnes. Et en fait, quand il y a un truc à faire buzzer, c'est souvent Arthur qui envoie un message en disant les amis, j'aurais besoin de vous à telle date pour faire ça, quoi. Et, voilà. Voilà. Et après, donc ça, c'est la partie rétention. Et après, tu as la partie referral. Et ça, on va le voir juste après. En gros, ils ont créé, et notamment par le fait de pouvoir mettre le job title time sur ton profil, une grosse loupe qui s'alimente en fait toute seule et qui est assez maligne, quoi, finalement, puisque ça apporte une croissance organique sans avoir rien à faire, quoi, concrètement. Et ça, je vais vous la montrer juste après. Ok. Slide d'après, du coup, un petit zoom sur la partie outreach de masse. Ça, c'est les premiers messages qu'on envoyait pour motiver les gens à venir rejoindre le mouvement. Donc, à l'époque, on utilisait Phantom Buster pour le faire. Aujourd'hui,
n'utilise plus Phantom Buster. On a refait un peu une action comme ça avec Alain notamment, qui a bien orchestré le truc. Mais on l'a fait avec Waalaxy. Et on a en gros... donc là, ce cas-là que je vous montre sur la slide, c'était pour qu'un maximum de personnes viennent suivre la page Time sur LinkedIn. Et à l'époque, il n'y avait pas les quotas qu'on a aujourd'hui sur LinkedIn, où tu peux envoyer 20 invitations par jour maximum avec un message. À l'époque, tu pouvais en envoyer 100 sans problème, quoi, tu vois. Donc, en gros, je crois que j'ai les chiffres juste après. On utilisait les comptes des 5 fondeurs. On avait 4 à 600 contacts par jour avec ce message-là, un message tout simple. Voilà. On allait chercher les personnes sur les mots-clés qui étaient sur leur profil. Et on disait, je vois que le développement durable vous intéresse. On a créé Time pour rassembler des millions de citoyens autour de la lutte contre les gaz à effet de serre. Et après, on partageait la page. Et donc, on avait à peu près 50 acceptations, donc 200, 300 acceptations par jour, tu vois, sur ces contacts. Et c'est ça pardon de te couper, Théo, mais c'est ça qui est intéressant en fait. Le mécanisme, toujours pour le resituer par rapport à une autre société, c'est de commencer par la recherche par intérêt, qui paraît complètement logique pour Time for the Planet, qui est le développement durable, les thèmes qui sont liés à l'écologie. Ok, c'est facile à comprendre et c'est pour ça que l'exemple est bon. Et qu'on peut faire sur d'autres choses. Pour reprendre l'exemple de l'assurance tout à l'heure, il y a plein de thèmes qui peuvent être reliés au sujet de l'assurance, qui vont être présents à l'intérieur des profils des personnes et que vous pouvez utiliser comme prétexte de mise en relation avec cette personne et donc d'en déduire potentiellement des intérêts qui sont communs. Donc voilà, c'est pas lié à des choses qui dépassent un petit peu le cadre professionnel, c'est vraiment possible sur l'ensemble des secteurs, quoi. Ouais, exact. Et finalement, faire ces actions-là, tu vois, pour le coup, Time, on n'a rien investi, quoi. On n'a rien investi parce que Phantom Buster a une offre qui permet d'utiliser l'outil gratuitement. Et du coup, ces actions, elles se faisaient gratuitement. Donc, tu vois, tu as 1500, 2000 personnes qui suivent ta page tous les mois gratuitement, quoi. Et en fait, sur ces personnes qui suivent ta page où sont partagés tes lives, tes événements, etc., c'est là où tu chopes ton audience, quoi, finalement, et ta communauté, et où tu les engages. Donc, si vous vous rappelez sur le funnel, donc là, je vous ai parlé de la partie, on va revenir un peu. Tac. Là, je vous ai parlé de la partie outbound, outreach de masse. Il y a aussi la partie inbound, le personal branding. Le personal branding, j'aurais pu rajouter aussi le compte maintenant de la page Time qui est suffisamment important pour poster et pour avoir vous allez le voir après, je vous partage aussi les résultats. Arthur, là aussi, les résultats, les chiffres, ils ont changé encore, ça a encore augmenté. Je regardais tout à l'heure, il est à 99 000 abonnés sur son profil. Je connais peu de personnes qui en ont autant, honnêtement. Il m'avait partagé un peu certains de ses résultats, notamment il fait 23 millions de reach sur 365 jours glissants. Alors je pense que maintenant il en fait beaucoup plus en réalité, parce que ses posts à chaque fois, honnêtement, c'est plusieurs milliers de personnes qui engagent, quoi, sur ces posts. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Voilà, il est monté progressivement, mais bon, voilà, c'est une super visibilité pour Time for the Planet, concrètement. Donc tout à l'heure, ce que tu disais, à savoir que avoir une communauté, ça permet de ne pas se reposer sur une seule personne, c'est tout à fait vrai. Et lui, c'est son objectif, il le dit beaucoup d'ailleurs, si vous écoutez des contenus avec Arthur, il dit, nous, notre rêve, c'est que Time fonctionne tout seul, quoi, qu'on n'ait plus besoin d'être là et finalement que ça fonctionne tout seul, et limite que les gens, ils savent même pas que ça soit nous qui les crée, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie de la visibilité qui vient d'Arthur. Mais vous allez voir, c'est la slide d'après, que la page, elle a pris beaucoup plus d'ampleur que celle d'Arthur, la page entreprise. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Alexis, mais je sais que c'est assez rare finalement que des pages entreprises aient plus de visibilité que celle de leur founder. Oui, tout à fait. C'est très rare et notamment, il y avait cette croyance par rapport aux règles LinkedIn
que moi aussi j'avais. Et ton exemple montre que c'est pas vrai. Du coup, par exemple, pour nous, on a très peu investi de temps, mais ça semble être une erreur au regard de ce que tu montres. Donc, ouais, c'est hyper important. Et effectivement, ça répond à la dynamique de pouvoir laisser un tout petit peu la partie personnelle de côté, qui est nécessaire pour faire rebondir, mais sur lequel la société va un petit peu dépasser et être plus importante que les personnes, ce qui est complètement logique, et pouvoir être un relais. Et ça me permet de dire, là ces chiffres-là explosent pour ce sujet, encore une fois, parce je pense qu'il dépasse tout. Mais le but d'une communauté, c'est pas forcément d'être énorme. Vous pouvez complètement créer une communauté de 300 personnes qui vont être ultra engagées sans avoir une volonté de croissance énorme à l'intérieur. Mais par contre, vous avez vraiment un fil très fort qui relie l'ensemble des personnes à l'intérieur. Et dans lequel ils vont avoir une valeur qui est très, très importante. Une manière de faire grandir une communauté, c'est aussi, enfin, de grandir une communauté dans la valeur, c'est aussi de la rendre exclusive. Par définition, enfin de faire en sorte que les gens soient différents des autres, être un tout petit peu moins universaliste que peut l'être Time for the Planet dans son essence, quoi, au départ. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre que je lis en ce moment, que je vous invite à lire aussi, c'est Tribe de Seth Godin, qui justement aussi parle de l'importance de créer une tribu ou une communauté dans sa stratégie marketing. Je n'ai pas terminé, mais effectivement, il dit très bien ça, qu'une communauté, la force d'une communauté, elle n'est pas forcément dans son nombre, elle est dans son engagement, quoi. Parce que vous pouvez avoir une communauté avec plusieurs milliers de personnes, mais si vous n'avez pas d'engagement, si les gens ne sont pas motivés, si les gens finalement n'ont pas envie de faire vivre cette communauté, bah, ça ne servira à rien par rapport à une communauté où vous avez que quelques centaines de personnes qui sont à fond tout le temps, quoi. Donc voilà, très bon point. La page entreprise de Time, du coup, pour revenir là-dessus, c'est bah voilà, par contre, E-Time, comme tu l'as dit, c'est un projet qui gagne à être connu et vu par le plus grand nombre, quoi. Donc ils ont vraiment cet enjeu d'aller chercher toujours plus d'abonnés, toujours plus de vues, etc. Et là, ils sont en train de réussir un peu leur pari. Puisqu'ils ont 50 millions de reach sur 365 jours glissants, pardon, donc au moins le double d'Arthur. 302 000 abonnés sur la page, et je suis allé revérifier tout à l'heure, c'était 306 000 plutôt, effectivement, et 16 000 employés. Alors, est-ce que c'est des employés pour de vrai? Non, ce n'est pas des employés pour de vrai, c'est des gens qui indiquent être devenus actionnaires pour Time et qui le mettent sur leur profil. Et ça, je vous en parle juste après, ici. Mais avant tout, je voulais vous montrer deux captures du coup de la partie rétention communauté. Comment les communautés, les employés pour de vrai, c'est 10, il dit. Alors, voilà, 10 employés pour de vrai. Voilà. Donc, on est loin des 16 000. Donc là, vous voyez deux captures pour vous montrer un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, la task force qui est donc assez présente sur WhatsApp et sur laquelle Arthur généralement anime les gens pour venir leur filer un coup de main sur LinkedIn. Et puis à droite, le Discord des bénévoles, donc que vous pourrez rejoindre si jamais vous avez envie. Si vous êtes actionnaire chez Time et que vous avez envie de donner un coup de main, vous pouvez rejoindre. Vous verrez sur toutes les captures d'écran que j'ai voulu faire, il y a toujours eu le profil d'Alain, là, vous voyez, donc comme vous pouvez voir qu'il est très actif sur la communauté. Voilà, en tout cas. C'est intéressant de ce point de vue-là parce que je pense qu'une communauté vit avec un endroit dans lequel elle peut communiquer, forcément, et c'est déterminant. Là, ça a été un Discord, ça peut être un Facebook, ça peut être un Slack, ça peut être n'importe quel outil, peu importe. À partir du moment où il y a de la communication qui s'opère, il faut juste que ça corresponde à la cible avec laquelle vous échangez. Je pense que vous ne mettrez pas des assureurs potentiellement sur Discord. Exact. Pas d'offense, hein, mais je pense que ce ne serait pas forcément le bon réseau. Mais un Facebook fonctionnerait très bien parce que vous auriez une notion de groupe dedans avec un outil que les gens peuvent consulter très fréquemment qui sera présent à l'intérieur. Et ce qu'on remarque aussi beaucoup sur la création de communautés, c'est que les personnes qui sont, on va dire, au départ, membres de ces communautés
ont une nécessité d'être présents très forte au départ. Il ne faut pas s'imaginer que dès le départ, une communauté, ça fonctionne. C'est une grande chance, mais la plupart du temps, ça ne va pas être le cas. Donc, il va falloir mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de valeur, animer, donner du contenu, donner de la valeur, poser des questions. Bref, être tout le temps là présent pour faire en sorte que les gens puissent échanger, puissent comment dire, ne pas être juste observateurs, mais être aussi acteurs. Ça nécessite beaucoup de travail. Il faut à la fois trouver les gens qui sont les plus impactants, enfin, les plus engagés, et réussir à les faire parler, à ce qu'ils soient moteurs. Et ça, c'est vraiment un travail. Je pense que ça prend ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, probablement. Ouais, ce que dit Alain, Arthur parle beaucoup de la différence entre les followers et les ambassadeurs, disant que les followers, ils sont passifs devant leur écran, et les ambassadeurs font la promotion activement dans la vraie vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir une petite communauté d'ambassadeurs qu'une grosse communauté de followers, quoi, finalement. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux canaux sur lesquels on peut échanger avec la communauté, etc. Il se trouve que Time, au départ, avait fait le choix de Slack. Et en fait, ils se sont vite rendus compte qu'ils allaient être limités parce que tu ne peux pas inviter autant de personnes que tu veux sur Slack, déjà. Et puis, donc voilà, eux qui ont un enjeu de volume, pour le coup, ce n'était pas forcément adapté. Et puis, il y a aussi le fait que Slack, en version gratuite, c'est limité. C'est-à-dire que tu peux perdre, tu as un historique qui est limité, donc tu peux perdre pas mal d'informations importantes par rapport à un Discord. Où voilà, là, c'est illimité, c'est un outil gratuit et c'est beaucoup plus adapté pour ça. Voilà pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais effectivement, s'ils avaient pu faire d'autres choix, j'imagine qu'ils l'auraient fait aussi. Voilà pour ça. Voilà, ce qui est important, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la grosse loupe, donc qui vient finalement permettre à Time d'avoir de manière organique de nouveaux actionnaires tous les jours. Ça se passe de cette manière. Vous voyez en haut à gauche, vous avez une capture d'écran d'un post. Il se trouve que quand vous devenez actionnaire chez Time, vous remplissez un formulaire et à la fin du formulaire, on vous invite à mettre en avant le fait que vous soyez devenu actionnaire chez Time. Voilà, bien sûr, chacun est libre de faire comme il le souhaite. D'ailleurs, il y a 16 000 personnes qui ont déclaré être employés, donc actionnaires chez Time sur LinkedIn, et il y a 80 000 actionnaires, ce qui veut dire qu'il y a quand même un gap, une différence entre les deux, et il y a peut-être un enjeu d'ailleurs aussi pour Time d'aller convaincre les 60 000 personnes restantes, même si toutes les personnes ne sont pas sur LinkedIn, mais d'aller convaincre un maximum de personnes de se rendre visibles, en tout cas. Donc, il y a un post qui est fait, en fait, on vous invite à faire un post, déjà, donc vous voyez qu'il y a à peu près entre 30 et 40 posts par jour qui sont faits en disant, voilà, ça y est, je suis actionnaire chez Time. Donc, on vous prémâche le travail, entre guillemets, aussi, parce qu'on vous donne le visuel et on vous donne le texte. Donc, ça vous invite vraiment à faire le post, vous avez juste à copier-coller et boum, vous faites le post. Ce qui permet à votre réseau de voir que vous êtes devenu actionnaire. Donc, plus de visibilité pour Time, même si c'est peu de visibilité, c'est toujours le réseau d'une personne, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, etc. Les gens deviennent officiellement associés ensuite chez Time. Vous voyez, donc il y a un post qui est fait. Ils indiquent sur leur profil qu'ils font partie de l'entreprise en tant qu'associés, ce qui fait grossir le nombre d'employés de Time sur LinkedIn. Plus d'employés égale plus de postes, égale plus de visibilité, égale plus d'actionnaires. Et donc, plus d'actionnaires égale encore plus de postes, et ainsi de suite, quoi. Donc, on est vraiment sur une loupe, une boucle vertueuse. OK. Yes. Et pour théoriser ça, cette volonté de pouvoir partager, c'est très lié au pourquoi de départ. Si vous identifiez très, très correctement le pourquoi au départ et que vous arrivez à créer une communauté dans laquelle justement on va dire la récompense est présente, vous arriverez à cette forme d'engagement derrière, en fait, qui va permettre justement la grosse loupe dont tu parles, Théo. Mais tout ça est lié au départ à la question du pourquoi. Yes.
On va passer sur un deuxième exemple maintenant. On a beaucoup parlé de Time, qui est un cas un peu exceptionnel, hein. C'est vraiment un projet hors norme. On peut parler de projets qui sont un peu plus, comment dire, accessibles. Et on va prendre l'exemple de Tudigo. Donc Tudigo, c'est une plateforme qui permet de faire des investissements auprès d'entreprises qui, a priori, œuvrent pour l'environnement ou pour la société. Donc c'est des projets locaux, généralement. Et Tudigo permet à ces projets-là de lever de l'argent, quoi, concrètement. C'est du crowd equity, on appelle ça. Donc Tudigo, avec Tudigo, ce qu'on a fait récemment, là, c'est d'imaginer des campagnes qui pourraient permettre à leurs entrepreneurs d'aller lever plus de fonds ou lever plus facilement des fonds. Et ce qu'on s'est dit, en fait, une des constatations de Tudigo, c'est que aujourd'hui, seulement 20% de leurs investisseurs au global sont des femmes. Et ils ont aussi beaucoup de projets d'entreprises qui sont portés par des femmes. Et donc, il y a quelque chose à faire pour essayer de grossir le nombre ou la part d'investisseurs femmes et essayer de venir aussi apporter une aide un peu plus significative aux projets entrepreneuriaux portés par des femmes. Euh, voilà, il se trouve que la cause féministe, et c'est tant mieux, aujourd'hui a fait de plus en plus de bruit et soulève de plus en plus de monde. Donc, on a joué sur cette carte-là et ça a super bien marché. Vous pouvez voir une des campagnes qu'on a fait en expliquant que on crée une communauté de business angels femmes, qu'aujourd'hui seulement 20% des investisseurs sont des investisseuses et qu'on aimerait que ce rapport change, et surtout parce qu'on on a besoin de ces femmes pour venir soutenir des projets entrepreneuriaux portés par des femmes aussi. On a eu des très bons résultats sur cette campagne. Puisque sur LinkedIn, on a eu, là vous voyez en bas à gauche, c'est une campagne qu'on a fait avec Wallaxy. On a eu 70% de taux d'acceptation sur l'ensemble de notre campagne, donc c'est assez remarquable. Vous avez vu que sur Time, on était à 50%, ce qui était déjà assez élevé. Globalement, on considère qu'à partir de 35% de taux d'acceptation, c'est déjà pas mal. Là, on en a eu le double, quoi. Donc, voilà, ce qui explique que comme tu le dis encore une fois, Alexis, si tu as un why qui est bien identifié, qui fait sens, et pour le coup, c'est beaucoup plus facile. Donc 70% de taux d'acceptation et 57% quasiment de taux de réponse. Donc voilà, super résultat. Et en plus, la campagne est lancée par une femme, Julie, qui est la CMO de Tudigo. Donc tous les ingrédients sont réunis. Ok, petite question là-dessus ou rebondir éventuellement? Non, je trouve ça très malin. En fait, la phrase, si on parle un tout petit peu de la partie copywriting dans la manière dont le message a été écrit, je pense que ce qui fait la différence, il y a la deuxième phrase qui fait vraiment une grande différence avec le constat, la difficulté, et la phrase d'après qui est j'aimerais que ce rapport change. Et en fait, je pense qu'elle change complètement le message ici, parce que en fait, elle envoie tout de suite la personne vers l'action. Et je pense qu'elle a ce petit bout de phrase a en lui le fait de dire tu peux être moteur aussi de ce changement. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et je pense que c'est ce qui fait la réussite de la campagne en termes de taux de réponse. Ouais, tout à fait. Et on aurait même pu avancer plus de données sur les projets qui sont portés par des entrepreneurs femmes, qui sont trop peu importants aujourd'hui sur la campagne par rapport à ceux qui sont portés par des hommes, quoi, concrètement. Donc voilà, le fait de vouloir que ce rapport change, c'est effectivement un super why pour créer cette communauté. Et je voulais aussi parler de We Ukraine, qui est une plateforme qui a été créée par Camille Coco, qui est aussi à l'origine du mouvement Les Meufs du Growth, dont vous avez certainement entendu parler. Voilà, en fait, au lendemain de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, Camille a créé ce mouvement-là, parce que comme beaucoup, je pense qu'elle a fait nuit blanche ce jour-là, et elle s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Camille, c'est quelqu'un qui se lance dans des projets, à impact assez régulièrement et qui fait pas mal de growth aussi. Et du coup, elle a
tout naturellement lancé une plateforme pour venir aider, soutenir les citoyens ukrainiens dans ces temps difficiles de guerre. Donc, trouver des initiatives, récolter des dons, etc. OK. Donc, il faut savoir qu'elle a fait une publication LinkedIn et que ça lui a apporté tous ses résultats. Donc, encore une fois, on est sur effectivement le why. Pourquoi on fait ça? Ça a vraiment été ce qui a fait cartonner le mouvement. Sa publication qui a eu 250 000 vues sur LinkedIn, ce qui est un très très bon résultat, mais ce qui n'est pas un résultat pour ceux qui font des posts LinkedIn inatteignable, on va dire. Mais derrière, ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que ça a apporté, ça, finalement. Parce qu'on voit que ces 250 000 vues sur LinkedIn, elles ont apporté sans apparition presse. Et donc, c'est incroyable, ce qui a permis d'étendre le buzz, on va dire. Sans volontaires, donc en 12 heures, 100 volontaires qui manifestent leur envie d'aider et se retrouvent sur un Slack. Donc, il y a tout de suite un Slack qui s'est organisé. Là, Slack, effectivement, la plateforme se prête mieux au sujet. Et des personnes ont pu venir apporter leur aide, notamment sur l'IT, donc pour créer la plateforme We Ukraine, l'UX UI pour qu'elle soit utilisable et facilement consultable, qu'elle soit assez fonctionnelle, on va dire. Presse, communication, juridique aussi, etc. Il y a eu un peu comme Time for the Planet, finalement, il y a eu plein de personnes qui se sont organisées avec sur différents sujets pour faire grossir ce projet. Et finalement, ces personnes, ces personnes qui sont à l'origine aussi de toutes ces apparitions presse, ces personnes qui sont à l'origine de autant de visites, 35 000 visiteurs par jour, et ça tout de suite 48 heures après le lancement, ce qui est assez incroyable. Donc là, c'est un exemple qui s'est lancé très vite et qui montre bien l'importance de la force qu'une communauté peut avoir en fait dans la croissance d'un projet. Voilà. Au top. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont sur le chat. En attendant, je pense que le but, c'était de vraiment vous présenter ce mécanisme qui existe sur la création de communauté, donc avec des projets qui ont des impacts, parce que c'est aussi l'essence de Beyond Growth, tout simplement. Mais que ce mécanisme-là peut être reporté sur l'ensemble des business, véritablement. C'est vraiment le cas. Je pense qu'un très bon exemple français, pour ceux qui le connaissent, c'est Lemlist, qui a créé un mécanisme de communauté présent dans lequel les personnes peuvent partager leur template, c'est-à-dire je n'ai pas vraiment de traduction pour template, mais leur template sur la création d'emails, se partager des astuces pour rédiger des bons emails de prospection. Et donc, ce n'est pas forcément une cause qui va rassembler l'ensemble de l'humanité, mais en revanche, ça va rassembler l'ensemble des personnes qui partagent ces mêmes difficultés. Et ça, dans tous les business, il y a des difficultés. Dans tous les business, il y a des gens qui ont des points très précis. Et il faut les trouver, il faut les identifier. C'est ce why. Il faut montrer aux gens à travers cette communauté comment ils vont réussir à pouvoir trouver de la récompense. Pourquoi partager des questions? Pourquoi répondre à ces parties-là? Tout simplement parce qu'ils sont faits avec des gens qui leur ressemblent. Donc ça, c'est un gros mécanisme de ressemblance à l'intérieur. Et que ce lien-là, ça vous permet de créer de la valeur sur votre société qui va dépasser véritablement la valeur d'un produit ou d'un service initialement. Ce n'est pas forcément sur du court terme. Ça ne va pas forcément augmenter votre volume d'abonnement, votre volume de vente. Mais en revanche, vous allez avoir un engagement et une authenticité qui va être très forte et qui, à terme, vous permettra de vraiment créer quelque chose de durable. Donc, ce sont des mécanismes qui sont de plus en plus présents et qu'il faut, je pense, maîtriser, sur lesquels il faut apprendre de plus en plus parce que ça fera partie un peu des essentiels du marketing par la suite. En tout cas, c'est très présent. C'est très présent aux États-Unis et comme à peu près tout arrive avec 2 ans de retard sur le continent européen, ce qui n'est pas plus mal pour certaines choses. Ça nous permet de les digérer et de ne pas faire comme eux. Mais pas surtout. Mais voilà, en tout cas, c'est des mécanismes qui existent et qui sont vraiment puissants pour votre entreprise. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Théo, de ton côté. Non, tout simplement rebondir à ce que tu dis en disant que c'est très juste et que c'est bien souligné. On repassera du coup les ressources dans l'article dont je parlais au début, article créé par Noémie Kempf.
et aussi dans le livre dont je vous ai parlé, les livres de Seth Godin qui s'appelle Tribe. Tout ça est très bien expliqué. Seth Godin, voilà, c'est un marketeur américain qui a beaucoup de... Voilà, qui est finalement quand même assez influent sur le marketing. Donc, il faut, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à dire. Et encore une fois, aujourd'hui, par exemple, si je reprends l'exemple d'Arthur, qui est co-founder chez Time for the Planet, s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a vraiment développé des compétences dans finalement le fait de créer et de faire grossir des communautés, quoi. Et on voit que ça fonctionne super bien avec Time for the Planet. Donc, tout ça pour dire que voilà, il faut effectivement se renseigner là-dessus, apprendre de ça et peut-être réfléchir à comment créer des stratégies autour d'une communauté pour être vraiment le socle de sa stratégie de croissance. Yes, au top. Bah, merci beaucoup Théo, effectivement, pour avoir partagé les ressources dont tu parles. Merci beaucoup pour tout le contenu que tu as pu partager. S'il y a des questions, j'imagine qu'on peut te joindre sur LinkedIn. Je pense que de temps en temps, j'imagine. Pareil de mon côté, n'hésitez pas. C'est la période de fin d'année, c'était le dernier webinar de l'année. On reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. Profitez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés par les trains et que vous allez pouvoir fêter ça en famille. Ouais. Et profitez bien, reposez-vous bien pour une très bonne année 2023. Yes, tout pareil. N'hésitez pas à me contacter effectivement sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde sans aucun problème. Au top. Et merci beaucoup, Théo. Ouais, avec plaisir. Salut à tous.